Mesdames et messieurs, bonsoir. Content de vous retrouver pour ce numéro de votre émission Zoom Mine, l'émission qui vous permet une fois par mois d'en savoir davantage sur l'activité minière au Burkina Faso. Pour ce numéro, nous allons évoquer un sujet au centre de bien de préoccupation au Burkina Faso. Il s'agit de l'orpaillage, l'exploitation artisanale de l'or. Des sites d'orpaillage, on en trouve partout sur l'ensemble du territoire. Ce sont des milliers de Burkinabés qui s'y retrouvent en quête du bon filon. Pollution, drogue, dépravation, insécurité, travail des enfants, ces sites concentrent également tous ces maux et bien d'autres, et c'est là tout le problème. Pour développer ce sujet, nous avons, comme d'habitude, un invité. Il s'agit de M. Seka Ki, ingénieur des mines. Bonsoir, M. Ki, et merci pour votre disponibilité. Bonsoir, M. Audra. Voilà, mesdames et messieurs, sachez que M. Ki a été directeur de la promotion de la petite mine, inspecteur général des activités minières et énergétiques, directeur général des mines, de la géologie et des carrières, conseiller technique du ministre chargé des mines. Il est actuellement chargé de mission auprès de la Direction nationale de la Société d'exploitation minière de l'Afrique de l'Ouest, SEMAFO. Comme vous le voyez donc, le curriculum vitae de M. Seka Ki parle pour lui. Mais avant de le retrouver pour la page entretien, nous vous invitons à suivre ce document qui nous fait le point de l'exploitation artisanale de l'or au Burkina Faso. Depuis les temps anciens, le travail de l'or était connu des peuples burkinabés. L'or de Koura n'a pas été découverte au temps colonial. Elle a été découverte par les Sofa de Samori. Donc c'est quand les Sofa de Samori sont arrivés, comme Samori est d'une zone à cheval entre la Guinée-Conakry et la Côte d'Ivoire qu'on appelle le Wassoulou. Donc c'est des populations qui ont toujours fait l'orpaillage parce que c'est le bambouk et le bourré de l'Empire du Mali. Et donc quand ils sont arrivés à Bobo, ils ont exploité. D'ailleurs, quand vous voyez les zones d'orpaillage, ce sont des anciennes zones d'orpaillage qu'on vient de redécouvrir maintenant. Donc ce qui prouve que historiquement, le Burkina fait partie de l'histoire d'exploitation aurifère en Afrique de l'Ouest. Exploitation artisanale traditionnelle. Toute opération qui consiste à extraire et concentrer des substances minérales et à en récupérer les produits marchands pour en disposer en utilisant des méthodes et procédés traditionnels et manuels. Elle n'utilise pas d'équipement ni d'énergie mécanique et n'est pas fondée sur la mise en évidence d'un gîte ou d'un gisement. Les exploitants artisanaux de l'or utilisent plusieurs méthodes. Il y a plusieurs manières pour travailler l'or. Il y a d'autres qui rentrent dans les trous, d'autres c'est la terre libre qu'ils essaient de laver. Il y a des moulins qui écrasent les cailloux aussi. Voilà, donc chacun traite là où cela lui semble bon, quoi. Bon, c'est ça que nous traitons. C'est-à-dire qu'il faut d'abord laver ça avec de l'eau. Puis il y a les barriques aussi, il y a la planche, les tapis également. On cherche ça dans la barrique, on essaie de mouiller. Puis il y a tous les matériaux qui sont là, savonner, tout. On essaie de laver. Maintenant, après avoir fini de laver toute une barrique là, il y a un plastique à côté. On met de l'eau dedans, on essaie de fixer les tapis. Après avoir fixé, on recharge encore une autre barrique, bon, jusqu'à ce que tu sois fatigué. Après ce traitement maintenant, on a fixé dans le plastique là, on essaie de réviser, c'est-à-dire relaver encore, mais ça c'est en ralenti quoi, pour ne pas perdre beaucoup d'eau. Maintenant, après avoir fini de réviser, bon, je pense que c'est propre. On met notre mercure,
et on saisit notre or. C'est ça, on souffre en train de chercher là. Voilà. Plusieurs acteurs interviennent dans la chaîne de l'exploitation artisanale de l'or. Nous sommes ici, nous achetons les cailloux, nous nous débrouillons et recherchons un bénéfice. L'or est revendu au comptoir d'achat agréé par le ministère de l'Énergie et des Mines. La pratique de l'exploitation ne se fait pas sans conséquences. Le grand problème vient de l'orpaillage artisanal. Parce que là-bas, c'est un domaine vraiment à multiples facettes. C'est un domaine d'insécurité. Et souvent, ils utilisent des matières qui sont toxiques pour l'environnement, le cyanure. Donc, ces produits-là, ça empoisonne la nappe phréatique. Parce qu'ils veulent laver ça avec ça, cette matière-là. Donc si la nappe phréatique est empoisonnée, c'est notre couvert végétal, nos plantes, nos herbes qui sont empoisonnées. Si nos herbes sont empoisonnées, c'est-à-dire que nos animaux de brousse là, ou nos animaux qui mangent ces plantes ou ces herbes là, sont empoisonnés. Au Burkina Faso, avant l'avènement de l'orpaillage, certaines zones minières telles que celle de Bouda disposaient d'une faune assez abondante et diversifiée. L'affluence des orpailleurs sur les sites et le développement du braconnage ont fait fuir ces animaux sauvages vers des zones plus reculées du fait du bruit régnant sur les sites, de la destruction du couvert végétal et des habitats naturels. On n'observe plus actuellement que du petit gibier aux alentours des sites miniers. Par ailleurs, la présence de nombreux ouvrages miniers non rebouchés favorise parfois les chutes d'animaux sauvages et domestiques dans les galeries. On a un certain nombre d'aires classées qui sont occupées ou qui ont été occupées par des orpailleurs. Et le problème, c'est que au départ, c'est une ou deux personnes qui découvrent le site et après, il y a un monde très important qui occupe les sites. Alors, lorsque vous tentez de mener les actions, c'est vrai qu'au début, ils libèrent les sites, mais quand vous quittez aussitôt, ils les recolonisent. Donc c'est un problème général. Et le phénomène est en train de prendre de l'ampleur parce que nous constatons que au-delà même du domaine protégé, qu'on appelle généralement la brousse, c'est maintenant les forêts classées qui sont vraiment et qui font l'objet de ce phénomène d'orpaillage-là, pour lequel il faut qu'on trouve des solutions. C'est une bombe à retardement, parce que si on en prend garde, nous allons être envahis, parce que effectivement, nuitamment, les gens rentrent, ils creusent et ils ressortent, avec la complicité de nos pisteurs et des agents, quelques agents, d'une manière ou d'une autre. Il faut reconnaître que si vous regardez sur la carte, vous verrez que presque nos zones de chasse sont traversées par les miniers, parce qu'on voit la recherche, on voit l'or qui traverse, ce qui incite les gens à vouloir aller dans ce sens-là, qui ne nous arrange pas du tout. Mais nous pensons qu'il faut que le gouvernement prenne des dispositions pour arrêter ça, parce que sinon on ne pourra pas contrôler. J'ai dû, dans nos concessions, je prends le cas de ce que je sais, dans nos concessions, vous verrez des trous, des gens qui viennent creuser à peu près quelque chose de 50 cm et ils enlèvent la terre. Il semble qu'ils ont la ressource à ce niveau-là. Et pire, un peu en bas du Sengou, à un moment donné, la pression était forte qu'on était obligé de mettre des forestiers pour pouvoir
surveillaient nuit et jour leur voyage, parce que c'était devenu un phénomène. Vous savez, là où est l'argent, les gens ne se contrôlent plus. Notre position, c'est la position de l'État burkinabé. En fait, selon l'État burkinabé, à travers le ministère des Mines, pour le moment, c'est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire, pour quelle raison? Parce que, bon, le paillage, ça apporte. Vous savez, dans nos pays, dans nos contrées, au niveau rural, hein, c'est quoi? À part l'agriculture, les saisons de pluie, après ça, les gens n'ont plus d'autres activités. Et brusquement, bon, on vient de dire qu'on a découvert, quelqu'un a découvert de l'or ici, tout le monde se rue. Et vous ne pouvez pas les dire, bon, certains peut-être gagnent peut-être quelques pépites, et bon, certains gagnent un peu à manger dedans. Vous ne pouvez pas les dire de ne pas le faire. Mais de l'autre côté, c'est des problèmes réels. Le coût environnemental, le coût social que l'orpaillage crée dans ces coins. Si individuellement les gens, bon, bien que certains meurent, mais si individuellement les gens trouvent leur compte, mais collectivement, j'allais dire, en fait, c'est la mort collective des villages où se trouve cet orpaillage-là. Pour plusieurs raisons. Moi, bon, prenons le cas environnemental d'abord. Les produits qu'ils utilisent, c'est des produits qu'ils ne connaissent pas. Que ce soit le mercure, que ce soit le cyanure, c'est des produits. Au niveau industriel, les gens l'utilisent, mais les gens ont les moyens de neutraliser l'effet de ces choses. Mais les populations, elles utilisent exactement comme elles utilisent le sel ou bien le piment dans la sauce. Ça n'a pas l'effet. Surtout quand l'effet n'est pas direct. Peut-être, on a eu ce peu l'or, on est content, on est parti devant le malin, on a inhalé peut-être du mercure, et 3 années après, paf, on est parti laisser donc les milliards ou bien les millions qu'on a eu de l'orpaillage. Ça, c'est un problème. L'autre problème, je veux dire, au niveau social, tout ce qui se développe là-bas, le banditisme, et ainsi de suite, la prostitution, et ainsi de suite. Et au niveau purement environnemental, bon, les trous qu'on crée là-bas, les éboulements, les gens qui meurent dans les éboulements, et ainsi de suite, c'est des problèmes réels. Mais pour le moment, l'État essaie toujours d'encadrer cela. Face aux conséquences néfastes, des initiatives sont développées de part et d'autre. Le syndicat national tente des initiatives. Sur plus de 300 sites au Burkina Faso, nous avons des bureaux locaux. La première chose qui a permis de savoir que notre travail est organisé, c'est la réduction des morts suite aux éboulements. Nous avons interdit aux gens de soutenir les fosses avec le bois. Et nous avons imposé le ciment et soit les fers de 8, de 10 ou de 12. En ce moment, même s'ils vont jusqu'à 200 mètres en profondeur, il n'y a rien. Donc, c'est facile. Donc voilà, escalier. S'il n'y a pas corde, je vais prendre comme ça. C'est escalier là. Avant, nous travaillions n'importe comment. La déforestation abusive, la recherche désordonnée de l'or. Depuis notre organisation, nous avons pu démontrer que l'utilisation du ciment dans les fosses, par exemple, c'est pour protéger la terre, pour qu'elle puisse conserver sa richesse. Nous nous sommes rendus compte, deuxièmement, que ce n'est pas à quelqu'un de nous demander de protéger l'environnement. Tenez par exemple, sur 30 ans en arrière, il y a très peu de gens qui n'ont pas utilisé des tisanes pour se soigner. Et ça, c'est grâce aux arbres. Nous nous sommes vraiment rendus compte de la nécessité de protéger l'environnement. Et les zones où souvent la terre est dure,
superficiellement, puis un peu molle, légèrement en profondeur, où ça ne nécessite pas de moule, nous n'autorisons que l'utilisation du bois déjà prélevé, mais pas du bois fraîchement coupé, même s'il faut aller le chercher à plus de 100 km. Nous avons arrêté la coupe abusive du bois. Les acteurs de l'administration publique ont aussi leur vision pour lutter contre l'exploitation anarchique. Le gouvernement a essayé de 1985 à 2006 d'encadrer cet orpaillage-là avec la création du comptoir burkinabé des métaux précieux. Avec la fermeture de cette entité en décembre 2006, nous n'avons plus de structure sur le terrain, mais nous veillons à ce que cela puisse être encadré, cela pour éviter donc un certain nombre d'incidents, d'accidents même que nous avons vécu sur les sites miniers. Vous vous rappellerez que je crois en 2009, il y a eu en 2008 je pense, il y a eu des éboulements à Pora. Mais lorsque la saison hivernale approche, nous saisissons donc les autorités administratives de ces localités-là pour que les sites soient fermés, pour qu'on évite un certain nombre de choses. Mais je dois vous avouer que nous sommes en train de réfléchir, nous avons reçu instruction de réfléchir à comment mettre en œuvre une structure qui va encadrer donc les structures d'orpaillage dans notre pays. Dans tous les pays du monde où il y a un potentiel aurifère, il y a l'orpaillage. Quand vous prenez la Guyane, qui relève de la France, il y a de l'orpaillage là-bas. Vous allez au Ghana, il y a de l'orpaillage. Donc nous ne parlons pas des pays de l'Afrique centrale, mais nous, je pense que la réflexion est menée au Burkina Faso pour essayer donc de canaliser tous ceux qui interviennent dans ce secteur-là. Que je lance un cri et j'interpelle pour qu'ensemble avec le ministère de l'Économie et des Finances, ensemble avec le ministère des Mines et de l'Énergie, nous essayons de réglementer ce secteur-là. Parce qu'il y va de l'intérêt de l'environnement, il y va de l'intérêt de notre jeunesse et il y va de l'intérêt même de notre sécurité nationale. Il faut qu'on réglemente cela pour qu'on ne trouve plus sur les sites d'orpaillage artisanal des jeunes mineurs et que tout exploitant artisanal qui emploie des jeunes, il soit bouté de la zone avec l'implication donc des gouverneurs des régions. Et deuxièmement, il faut un cahier de charges. Il faut qu'on essaie d'organiser ces gens-là, de les former, de les outiller. Parce que si on ne peut pas éliminer, interdire totalement, il faut les amener à exploiter autrement, à chercher autrement l'or. Parce qu'il y a des pays où c'est comme ça. Donc nous pensons que si nous mettons tous beaucoup de la volonté pour organiser ce secteur artisanal-là, on va permettre à certaines personnes de continuer à travailler, mais on va moins polluer l'environnement et on va moins tuer nos animaux, on va moins empoisonner nos herbes et on va sauver cette jeunesse-là. Le travail ne peut pas se faire seulement dans notre ministère. C'est un ensemble de ministères donc, qui doivent réfléchir à comment encadrer l'orpaillage. Et je peux vous dire que dans le code minier en relecture, nous sommes en train de réfléchir à comment instaurer une taxe afin que, à la fin donc de l'exploitation artisanale, on puisse restaurer l'environnement. Parce que les uns et les autres font l'amalgame entre la sauvegarde de l'environnement lorsqu'il s'agit d'une entreprise industrielle qui obéit à un certain nombre de normes et la sauvegarde de l'environnement lorsqu'il s'agit de l'orpaillage, qui est une activité qui naît et disparaît en moins de 48 heures. Vous pouvez arriver sur un site où il y a peut-être 5 000, 6 000 personnes aujourd'hui. Une semaine après, vous partez, il n'y a plus personne, il n'y a plus de vie parce que le filon a disparu et les orpailleurs ont ramassé les affaires et sont allés encore sur d'autres sites. Je ne vous apprends rien. Lorsqu'on parle de l'arrivée vers l'or aux États-Unis, c'était un phénomène aussi comme cela.
ministère de l'Environnement, un travail est en train d'être fait pour en tout cas empêcher la progression des orpailleurs dans ces zones-là. Aussi, ce qui peut être fait, c'est une activité qu'en réalité, qui fait vivre des milliers de personnes. Donc, il est très difficile de dire qu'on va l'interdire. Aujourd'hui, je pense qu'il faut beaucoup plus envisager de les accompagner. Et peut-être envisager des états généraux sur l'orpaillage et discuter avec les orpailleurs, impliquer les différents ministères concernés, voilà, pour pouvoir mieux organiser le secteur. Voilà, le décor est planté. On revient donc sur le plateau de votre émission Zoom Mine pour retrouver notre invité, Monsieur Sekaki, qui, je le rappelle, est ingénieur des mines. Monsieur Ki, première question. Alors, on entend parler d'orpaillage, on entend parler d'exploitation artisanale de l'or. Alors, comment doit-on appeler cette activité? Bon, je crois que la définition qui a été donnée dans l'élément, c'est ça qui sied à notre contexte. Il s'agit de l'exploitation minière artisanale de l'or. Parce que l'orpaillage, c'est rentré dans le jargon, mais l'orpaillage n'est pas pratiqué dans notre pays. C'est pour cela, dans le code minier, le législateur ne définit même pas l'orpaillage. Mais comme je l'ai dit, c'est rentré dans le jargon. Tout le monde parle de l'orpaillage, mais il s'agit plutôt de l'exploitation minière artisanale de l'or. Okay. Mais quand on parle d'orpaillage, de quoi s'agit-il? L'orpaillage, c'est une activité qui est menée dans d'autres pays. Par exemple, en Amérique latine, c'est la boue dans les bas-fonds qu'on enlève, qu'on lave et qu'on retire l'or. Alors que chez nous, on creuse, on transporte dans des sacs en gîte, on pile dans des mortiers. Ça, c'est avec des méthodes traditionnelles, des méthodes artisanales. C'est pour cela que nous disons que ça ne correspond pas à ce qui se passe en Amérique latine ou bien en Guinée, comme ça. Okay. Parce que nos gens n'utilisent pas la boue pour laver. Dans le temps, dans la région de Gawa, les gens ont eu effectivement à faire de l'orpaillage. Peut-être c'est ça ce mot-là est resté. Parce qu'il faut aller dans les bas-fonds, vous prenez la boue aurifère et vous lavez. C'est ce qu'on appelle l'orpaillage. Okay. Alors que chez nous, c'est l'exploitation minière artisanale de l'or. Okay. Alors, monsieur Ki, actuellement au Burkina Faso, on a vu le document. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on a une claire idée de l'ampleur du phénomène de l'orpaillage ou de l'exploitation artisanale pour être plus juste? Oui, il est difficile de dire qu'on a une claire idée de l'ampleur de l'exploitation artisanale de l'or. C'est vrai, l'administration des mines donne des autorisations pour un certain nombre de sites qui sont connus et qui sont, à travers, comme vous l'avez dit dans votre introduction, disséminés à travers l'ensemble du territoire national. Mais il y a tous les sites clandestins qui sont derrière, les gens vont derrière les collines et puis ils creusent. Ça, on ne sait pas, peut-être il y a 2 personnes, comme l'élément a dit, les gens vont se cacher et quand ils trouvent le filon, souvent même, ils ne veulent pas que d'autres... Ils ne veulent pas divulguer l'information. Ils ne veulent pas divulguer pour qu'ils puissent amasser le maximum. Donc dire aujourd'hui, je pense qu'il est difficile de dire l'ampleur de façon exhaustive, mais on sait que ça a pris de l'ampleur, mais pour pouvoir quantifier ça, c'est un peu difficile. C'est difficile. L'administration a donné des autorisations et l'administration sait combien d'autorisations d'exploitation artisanale elle a donné. Justement, monsieur Ki, quel est le statut de ces sites d'exploitation artisanale de l'or? Est-ce que
ces sites-là sont tous légaux. Vous avez dit qu'il y a des autorisations qui sont données, mais quand on voyage dans les régions, un peu partout, on voit des gens qui sont installés. Est-ce que tous ces sites-là sont dans l'illégalité ou est-ce qu'il y a des sites quand même qui bénéficient d'une forme de reconnaissance? Il y a des sites qui bénéficient d'une forme de reconnaissance. Les sites qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploitation artisanale. Celui qui est intéressé dépose une demande au ministère chargé des Mines, qui instruit, et puis on lui donne l'autorisation pour 2 ans. Et ce site-là est reconnu, et ce site est assorti d'un cahier, l'autorisation est assortie d'un cahier de charges, où il est interdit tout ce que nous avons vu dans l'élément, l'utilisation du cyanure, du mercure, et même des explosifs, c'est interdit. Mais le cahier de charges est lié à ces sites. Maintenant, il y a beaucoup de sites qui sont clandestins, où les gens font... Il faut dire que c'est certainement le grand maximum, parce que l'impression qu'on a, c'est que les sites d'exploitation artisanaux là, répondent à une seule exigence, la présence de l'or, sans aucune forme de considération pour autre chose. On a vu souvent des écoles qui sont attaquées entre griffes, hein, parce que bon, on a découvert un filon à côté, les gens veulent carrément détruire l'école. Puis... Oui, mais M. Ouedraogo, si un jour quelqu'un trouve une pépite devant votre porte, il faut vous attendre que dès le lendemain, que vous soyez envahi. Effectivement, c'est un phénomène que nous constatons. Et il suffit, comme le ministre des Mines a dit, il y a la précarité, il y a un site qui peut apparaître aujourd'hui. Les gens se ruent là-dessus. Et si vous vous souvenez, même quand on faisait les rails Ouaga-Kaya, c'est paru dans la presse, vers Tampuy, là, il y a quelqu'un qui a vu un caillou avec de la pyrite. Vous savez, la pyrite, c'est comme de l'or, ça brille comme de l'or. Mais il a dit qu'ils ont trouvé de l'or et le lendemain, la zone était envahie par les populations. Donc, il faut dire que si quelqu'un dit qu'il y a une pépite ici, il faut vous attendre à une ruée vers l'eau. Ouais. C'est le Far West. Oui. Alors, quelles sont aujourd'hui les différentes stratégies utilisées au niveau de l'administration pour encadrer un peu ce phénomène-là? On parle de fléau, est-ce qu'on parle de mal nécessaire? Alors, quelle est la stratégie véritablement qui est développée face à ce phénomène? Oui, effectivement, à un moment donné, on avait parlé que l'orpaillage, du moins l'exploitation artisanale de l'or est un fléau, et on s'était même donné, on voulait fixer comme objectif de l'éradiquer. Mais on s'est rendu compte que ce n'est pas possible. Donc, ça a évolué, on dit que c'est un mal nécessaire qu'il faut accompagner. Parce que aujourd'hui, je crois que si vous entendez ce que les différents ministres ont dit, il faut l'encadrer et organiser cette activité pour lutter contre la pauvreté. Parce qu'il y a beaucoup qui ont des revenus à travers l'exploitation minière artisanale. Beaucoup qui ont des revenus, mais également d'énormes conséquences. On va y revenir. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut... Vous pouvez revenir un peu, parce que vous avez été également directeur général de la petite mine. Oui. Alors, comment a évolué les techniques de traitement sur ces sites-là? Alors, au début, quand il y avait le comptoir burkinabé des métaux précieux, l'exploitation artisanale était vraiment traditionnelle. Les gens creusent, puis l'abattage avec des pics, et puis on transporte dans des sacs en jute, on vient piler dans des mortiers, et c'était vraiment traditionnel. Il s'agissait de l'encadrer, et là, quand il y a un site qui apparaît, les agents du comptoir burkinabé des métaux précieux allaient sur le site et ils délimitaient la zone d'extraction, la zone de traitement et les hangars pour acheter l'or. Et puis il y a les logements, les huttes là qui étaient derrière. C'était bien encadré. Et puis la zone d'extraction était parcellée. Ce n'était pas fait au hasard. Donc il y avait vraiment l'encadrement au moment où le comptoir burkinabé des métaux. Mais aujourd'hui, je dis, ça a évolué. Les gens utilisent le mercure, les gens utilisent le cyanure, même les explosifs, mais je dis c'est interdit. Et dans le décret qui porte gestion des titres miniers,
l'article 166 dit clairement qu'il est interdit l'utilisation du mercure, des produits chimiques, notamment le mercure et le cyanure, dans l'exploitation minière artisanale. Mais ce qu'on remarque, c'est que ce n'est pas le cas sur le terrain. Dans le document, le monsieur de Poura, par exemple, explique allègrement, comme si c'était normal, que bon, il utilise le mercure pour retirer son or. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment un phénomène qui a pris une ampleur inquiétante. Oui, tout à fait. Bon, là, il y a les questions du suivi de contrôle. Le suivi de contrôle de l'activité, et ça rentre, tout ça, ça rentre dans l'encadrement. Tant qu'on ne va pas encadrer, effectivement, j'ai suivi l'élément de celui qui après il dit que, bon, il parle comme si c'est normal. C'est normal, oui. Alors que ce n'est pas normal. C'est interdit. C'est interdit d'utiliser, mais les gens utilisent parce que nos structures de contrôle, ce n'est pas un manque de volonté politique, mais les structures de contrôle n'ont pas suffisamment les moyens pour le suivi et le contrôle de l'activité. Et si les gens l'utilisent, c'est parce que le produit est disponible sur le marché. Oui, voilà, c'est ça, le produit est disponible. Bon, comme je disais, autant il y a une quinzaine d'années, il n'y avait pas le mercure. Comme je dis, c'était fait de façon traditionnelle. Mais comme vous savez, nos frontières sont poreuses et même il y avait le mercure d'abord, mais on n'utilisait pas le cyanure. Aujourd'hui, je trouve qu'on utilise beaucoup plus le cyanure, même que le mercure. Donc ça, il y a la disponibilité. C'est pour ça qu'il faut prendre des mesures pour freiner l'entrée de ces produits-là. C'est pareil pour les explosifs, parce que quand on entend parler, par exemple, de trous de 200 mètres de profondeur, peut-être qu'il y en a même qui sont encore plus profonds que ça. Et ça veut dire que quand même, on utilise également des explosifs. Tout à fait. Mais vous avez suivi, c'est arrivé dans la région de Bagashi. Non, l'Arlé, ça c'est autre chose. Okay. Même dans un site d'orpaillage de Bagashi, mais les gens ont eu à utiliser des explosifs, ça provoquait un accident. Donc, or, c'est interdit. C'est interdit. Et moi, je pense que c'est plutôt le problème de l'encadrement et du suivi par les structures de contrôle. Monsieur Ki, mais avec votre expérience, selon vous, sur quoi on doit mettre l'accent? La sensibilisation ou la répression? Non, moi je pense qu'il faut sensibiliser. Il faut éviter de réprimer. Comme je l'ai dit, au départ, on voulait éradiquer l'exploitation artisanale. On s'est rendu compte qu'il ne faut pas. Supposons que vous voulez réprimer. Les gens qui utilisent le mercure, ils vont aller dans leur cours. Et puis ils vont contaminer femmes et enfants. Donc, si on les sensibilise pour leur montrer les dangers du produit, ils vont prendre connaissance que ça, c'est dangereux. Mais il faut la sensibilisation, encore la sensibilisation et toujours la sensibilisation. Oui. Mais la sensibilisation, mais on voit vraiment que c'est très difficile. Parce que comme le ministre l'a dit, quand les gens sont en train de rechercher de l'argent, on a l'impression que plus rien d'autre ne compte, que ce soit leur santé ou tout ce qu'on peut imaginer comme conséquence. L'essentiel, seul compte le filon. Oui. Bon, c'est une réalité, hein, mais moi je pense qu'il faut toujours continuer et mettre en place des structures d'encadrement et sensibiliser toujours, même en utilisant les médias, les radios locales, pour dire aux gens, montrer les dangers. Et comme M. Guiri Dakar a eu à dire, mais les gens ils ne connaissent pas le danger que le mercure, mais que ça peut provoquer le cancer à son niveau. Donc, mais or s'il est sensibilisé, il voit comment on a eu à faire des théâtres forums dans le temps, dans le cadre d'un projet qu'on a eu, le projet Précagem, pour sensibiliser théâtre par les outils, c'était des théâtres forums et puis comment on appelle ça, des animations grand public, mais pour montrer aux gens les dangers de ces produits-là. Moi, je pense toujours qu'il faut sensibiliser. Il ne faut pas réprimer. Il ne faut surtout pas réprimer. Ce qu'on remarque également, c'est que malgré les interdictions d'exploitation en période de pluie, alors on sait que le phénomène, malgré en tout cas les communiqués publiés chaque année, malgré ça, pendant la saison des pluies, les gens continuent d'exploiter avec les risques d'éboulement. Oui, c'est vrai. Bon, le ministre a donné l'exemple de Poura, mais il y a eu l'exemple vers Batié, où il y a eu 32 morts.
Et c'était pendant au mois d'août. Pourquoi? C'est interdit. Les gens sont partis rentrer dans le puits à minuit. Ils se sont cachés, ils sont partis rentrer. Et il y a eu une grosse pluie qui est tombée. Et puis ils ont été noyés dans les... Mais là, vraiment, ça c'est... Pourtant, il y avait des forces de l'ordre. Mais les forces de l'ordre, c'était la journée. Et puis ils ne pouvaient pas être là à minuit. Et comme c'est interdit, les forces de l'ordre ne pouvaient même pas imaginer que les gens vont venir à minuit pour rentrer dans le puits. Bon, c'est ça aussi la difficulté de cette activité. Ça veut dire en fait qu'il faut vraiment une synergie d'action à la base. Parce que là où par exemple ce site-là se trouve, ça relève d'une commune. Il y a peut-être un préfet qui est là. Et en tout cas, il y a beaucoup de structures qui sont là et qui doivent certainement conjuguer les efforts. Oui, tout à fait. Mais là, je suis d'accord avec vous. Il y a le ministre il faut que l'administration territoriale, le ministère de l'Environnement, le ministère des Mines, dans une synergie d'action pour agir. Et je sais qu'au niveau du ministère des Mines, ils n'ont pas assez de moyens en ressources humaines, mais les autres structures ont comme vous dites, des préfets. Mais le ministère de l'Environnement a des agents départementaux partout. Mais donc, il suffit de mettre la synergie pour pouvoir mener des actions et contrôler, encadrer cette activité. Et actuellement, au Burkina Faso, on remarque que les sites d'orpaillage naissent comme ça. Ça veut dire du jour au lendemain, un individu découvre un filon, c'est la ruée vers l'or. Une fois que le filon disparaît, tout le monde ramasse ses bagages et puis on disparaît, on laisse le site en l'état. Là, il y a quand même un vide actuellement au Burkina Faso. Un vide. Un vide, ça veut dire qu'il n'y a aucune disposition, par exemple, qui permet derrière de restaurer le site. Les trous restent là. Oui, surtout que si c'est clandestin, si c'est clandestin et que les gens ont vu, ils ont eu une pépite, ils se sont mis à creuser. Et effectivement, là, moi je pense qu'il faut, dans la réflexion, mettre en place toujours la structure dont parle le ministère pour encadrer. Dès qu'un site apparaît dans une contrée du Burkina, que cette structure soit saisie et envoyer des gens pour l'encadrer. Sans quoi, comme ça, j'ai vu ce que le ministre de l'Environnement a dit, que les gens viennent notamment dans leur champ. Ils vont creuser et puis ils disparaissent. Et d'autres même font des tranchées. Et ils viennent la nuit. Vous allez aller dans certaines villas, la nuit, vous les entendez quand ils sont en train de creuser ou bien de piler le quartz. Monsieur qui actuellement également, ce qu'on remarque, c'est que ce phénomène-là est beaucoup plus un casse-tête qu'autre chose. Parce que là, on a beaucoup évoqué les questions de pollution avec les produits dangereux qui sont utilisés sur ces sites. Mais il y a également l'impact social. Avec vraiment, c'est un concentré très souvent de vices, comme beaucoup l'ont souligné dans les documents, prostitution, délinquance, drogue, les questions environnementales. On a l'impression que c'est vraiment un phénomène qui contribue à détruire un peu le tissu social, là où on découvre une pépite. Oui. Alors, c'est une réalité. Hein, c'est une réalité. Maintenant, il faut des solutions, il faut imaginer des solutions pour encadrer et puis essayer de minimiser ces impacts. Parce que, comme vous savez, il y a un site qui apparaît, les gens vont, puis commencent à creuser. Bon, comment on fait? C'est difficile. C'est pas difficile, il faut toujours réfléchir. On va trouver des solutions. La difficulté, bien sûr, c'est que c'est beaucoup de milliers, des centaines de milliers de personnes qui vivent donc de cette exploitation artisanale, donc de l'or. En termes économiques, est-ce qu'actuellement au Burkina, on sait ce que pèse l'orpaillage? Actuellement, c'est un peu difficile. Je sais que de 1986 à 2008, l'orpaillage a produit 18 tonnes d'or. 18 tonnes pour 53 milliards de francs CFA. Mais tout ça, c'était la période où on avait l'État, le comptoir burkinabé qui avait le monopole et qui encadrait les orpailleurs.
étaient en place. Mais actuellement, je ne peux pas dire, c'est vrai, il y a les comptoirs privés, mais quand je regarde les statistiques, il n'y a même pas une tonne. Mais pourtant, on sait qu'il y a de l'or qui est produit. Ça veut dire que le comptoir qui a disparu donc en 2006 a laissé un grand vide. Tout à fait. Tout à fait. Le comptoir, il fallait maintenir ce comptoir. Et comme le ministre a dit qu'ils sont en train de mener la réflexion pour créer une autre structure. Parce que là aussi, c'était un débat à l'époque, hein, en 1996. Bon, on dit que l'État n'a pas à vendre de l'or, que l'État n'est pas commerçant. Mais alors que, pour nous, le comptoir burkinabé des métaux précieux, c'était surtout pour encadrer les orpailleurs. Mais comme il y avait un vide, il fallait que l'or produit par les orpailleurs soit acheté par une structure. Et c'est ainsi que le CBMP a racheté l'or des orpailleurs. Mais ça fait un débat, bon, dans le cadre, bon, je ne vais pas parler de ça ici sur le plateau, on dit non, l'État n'est pas commerçant, il faut privatiser. Mais au lieu de privatiser, on a carrément liquidé la structure. Et ça a créé donc... oui, ça a créé aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire que l'État perd beaucoup d'argent dans cette affaire parce qu'on sait certainement qu'il y a beaucoup d'or qui sont extraits à travers donc, cette exploitation artisanale. Mais est-ce que l'État arrive véritablement à percevoir quelque chose sur cet or? Oui, l'État perd beaucoup. À part, bon, il y a des individus qui gagnent dedans. Mais l'État, à part les comptoirs privés qui payent les taxes, mais la production, l'État n'a pas une idée exacte de la production artisanale. Et vous savez, je ne vais pas tourner là-dessus, il y a la fraude, il y a le blanchiment de l'argent sale, l'argent de la drogue. Et comme vous savez, je l'ai dit, nos frontières sont poreuses. Si le gramme, je dis, c'est un exemple, si le gramme est à 10 000, quelqu'un vient avec de l'argent sale, il dit qu'il va acheter le gramme à 15 000. Bon, j'entendais quelqu'un qui dit qu'ils ont des financiers, des patrons ailleurs. Bon, je ne sais pas. Donc, il y a le phénomène de la fraude et du blanchiment de l'argent. Et je ne pense pas que dans cette opération, l'État, c'est vrai que ça fait vivre beaucoup de monde. Le ministre a dit 600 000, peut-être 600 000 à 1 million de personnes, mais l'État, vraiment, quand on regarde tous les dégâts que ça cause, on ne gagne pas grand-chose. Oui. Alors vous, avec votre expérience aujourd'hui, est-ce que vous plaidez pour le retour, peut-être pas du comptoir, mais en tout cas d'une structure de ce genre? Tout à fait. Moi, je suis pour qu'on mette en place une structure d'encadrement qui sera chargée d'encadrer. Même si on dit que l'État n'est pas commerçant, que cette structure encadre ait les moyens pour suivre l'orpaillage. Comme vous l'avez dit en introduction, c'est pratiquement tout le pays. Vous allez dans tous les contrées, il y a l'orpaillage. Donc, que cette structure-là se donne les moyens pour le suivi et surtout encadrer, sensibiliser beaucoup les exploitants artisanaux. Mais on remarque qu'il y a quand même un début d'organisation, un petit degré d'organisation. On a vu le syndicat qui revendique un certain nombre, en tout cas, d'acquis sur le terrain. Alors, est-ce que vous estimez que cette organisation-là, elle est insuffisante ou bien? Oui, je pense que bon, le syndicat, elle a fait son travail, mais le syndicat ne pourra pas répondre pour tous ces orpailleurs-là. C'est mieux que les orpailleurs même puissent s'organiser en coopérative. Et ça peut améliorer leur rendement, leur production. Ils peuvent, en coopérative, les orpailleurs peuvent bénéficier de financement. Et puis, il peut répondre là, maintenant, les cahiers de charges vont être mieux suivis par ces coopératives-là. Alors, pour finir, en tout cas, pour cette page entretien, à cette étape, alors quelles sont les perspectives aujourd'hui? Vous, avec votre expérience, quand vous regardez ce monde de l'exploitation artisanale de l'or au Burkina, comment vous pouvez imaginer peut-être l'avenir? Bon, l'avenir, au niveau institutionnel d'abord, il faut renforcer les structures de suivi et de contrôle. Il faut leur donner tous les moyens pour suivre l'activité minière. Et ensuite, je dis, il faut prendre
une réglementation spécifique. Il faut des textes spécifiques qui vont avoir comme fondement l'encadrement. Dans le volet encadrement, il faut voir la sensibilisation. Il faut créer des conditions pour que même nos opérateurs nationaux, là, les colporteurs moussis qui sont assis à Orodoko, si et on peut les intéresser, au lieu de mettre l'argent dans les caisses, ils n'ont qu'à investir ça dans la petite exploitation, ça peut un peu résoudre un certain nombre de problèmes. Peut-être les faire évoluer vers une exploitation mécanisée. Okay. Oui, tout à fait. Il faut faire évoluer l'exploitation vers les semi-mécanisés ou vers la petite mine. Okay. Oui, parce qu'il y a beaucoup, la production est beaucoup plus importante et puis les conditions de travail sont moins pénibles. Okay. Alors, mesdames et messieurs, à présent, nous allons ouvrir la page actualité de ce numéro de votre émission Zoom Mine. Premier point de l'actualité dans ce numéro de votre émission Zoom Mine, les exonérations fiscales dans le secteur minier, des milliards de manques à gagner pour le Burkina Faso, le réseau africain des journalistes pour l'intégrité et la transparence et Natural Resource Governance Institute ont mené une étude sur l'impact des régimes fiscaux et douaniers spécifiques sur le secteur minier et sur les rapports ITIE au Burkina Faso. La restitution des résultats a eu lieu le 28 août lors d'un déjeuner de presse et selon cette étude, le Burkina Faso perd beaucoup d'argent. Sur la période 2010-2013, le pays aurait perdu 368,9 milliards de francs CFA du fait des différentes exonérations fiscales et douanières accordées aux sociétés minières. C'est une grosse révélation. Monsieur Ki, alors quel commentaire cela vous inspire? Le Burkina Faso qui aurait perdu entre 2010 et 2013 près de 369 milliards de francs CFA. C'est vrai, j'ai suivi ça, j'ai lu ça dans les journaux et il faut dire que je me réjouis que les organisations de la société civile s'intéressent au secteur minier. Ils font beaucoup d'études sur le secteur. J'échangeais avec un responsable d'une ONG qui m'a dit qu'il y a 43 études qui ont été réalisées en l'espace de 2 ans sur le secteur minier. C'est une bonne chose. Mais ce que, par rapport aux exonérations, les exonérations ont une histoire. M. Ouedraogo, en 1993, avant 1993, le Burkina n'avait pas de code minier. Les gens ne venaient pas. Pourtant, on a le potentiel, on a la stabilité politique, mais les sociétés minières ne venaient pas. Et nos autorités ont décidé qu'il faut un régime spécifique pour attirer les gens. On a adopté le code des investissements miniers en 1993. Après ça, on a assisté à un boom dans la recherche. Les sociétés minières venaient et on a élaboré le code de 1997. Le code de 1997, quand on a élaboré le code de 1997, il y avait une disposition. On a considéré 2 phases, la phase de recherche et la phase d'exploitation. On a omis la phase de construction d'une mine, où la société ne fait pas. Un professeur américain, James Otto, a fait une étude comparative des fiscalités des codes miniers de la sous-région et le Burkina était à la queue. Mais c'est là qu'on a repris la relecture très rapidement. Vous voyez, en 1997, le code, c'était en octobre, donc ça fait 17 ans, le code de 1997. Et on a repris la relecture en 2000 pour aboutir au code de 2003, où on a accordé des exonérations aux sociétés minières. Et c'est ça qui a fait aujourd'hui le bon minier. C'est une politique. Oui, la fiscalité est un élément de politique. Vous ne pouvez pas demander à une société de recherche de venir rechercher dans votre pays, ne rien trouver, la société peut ne rien trouver et investir de l'argent et vous ne voulez pas que cette société soit sur le droit commun comme les autres sociétés. Et moi, je ne sais pas pourquoi les gens ont fait cette étude, parce que c'est même très dangereux. C'est dangereux. Vous dites aux gens de venir, on vous accorde des exonérations, les gens viennent, vous dites, ah non, non, non,
Voilà le montant de ces exonérations. Mais M. Ouedraogo, est-ce que vous savez combien de sociétés minières sont venues investir dans notre pays dans le cadre de la recherche, qui n'ont rien trouvé, ou bien qui ont trouvé des jugements qui ne les intéressent pas, et puis ils sont partis. Mais si on fait le calcul de tout ça, c'est plus que 370 milliards. Hein? Oui. Alors que, qu'est-ce que nous, on a gagné au Burkina? Et ces sociétés-là nous ont laissé des rapports qui nous permettent d'améliorer la connaissance géologique de notre territoire. Okay. Ces exonérations, donc, une histoire. Autre point de l'actualité, la gouvernance des ressources minières, le Burkina Faso qui se classe 23e sur 59 pays en matière de gouvernance dans le secteur des industries extractives. Le Burkina Faso donc, est classé 23e avec la note partielle de 54 sur 100. Ce sont les rangs et moyennes qui lui ont été attribués dans le cadre de l'évaluation de l'indice de gouvernance des ressources naturelles réalisé par le réseau africain des journalistes pour l'intégrité et la transparence, encore le même réseau, en mai 2014 est restitué le 18 septembre dernier. L'indice de gouvernance dans le secteur des industries extractives des pays se mesure sur la base de 4 indicateurs, le cadre institutionnel et juridique, la pratique de vulgarisation des informations, les garanties et mesures de contrôle de qualité ainsi que les conditions générales de gouvernance. La note de 54 sur 100, soit une place de 23e pays, donc, est qualifiée de satisfaisante. Satisfaisante peut-être, monsieur Kim, mais peut-être on peut aussi dire peut mieux faire. Oui, bon, je crois que c'est la première fois que le Burkina participe à ce classement. Bon, je peux dire que donc 23e sur 59, c'est bon. C'est pas mal. C'est bon, on peut dire, mais peut mieux faire. Peut mieux faire. Oui, on peut dire à l'élève qu'il peut mieux faire. Voilà, le souhait, c'est que peut-être au prochain classement, on soit dans les 10 premiers. Tout à fait. La mine d'or d'Essakane qui s'implique dans la lutte contre le paludisme dans l'Oudalan, les populations des formations sanitaires d'Essakane, de Kourizena, de Saouga dans la province de l'Oudalan bénéficieront d'une prise en charge gratuite des cas de paludisme. Cette décision traduit l'engagement de la société minière AM Gold Essakane en faveur des communautés de la province. Par ailleurs, les évacuations liées au paludisme vers les centres de référence seront entièrement gratuites et le CMA de Gorom verra son plateau technique renforcé. C'est en somme 26 millions de francs CFA qui ont été mobilisés par la société dans le cadre de ce programme de lutte contre la morbidité liée au fléau du paludisme. Les premiers responsables souhaitent ainsi soutenir le gouvernement burkinabé dans le secteur de la santé. À présent, ce communiqué du ministère des Mines et de l'Énergie, la 6e édition des journées de promotion minière ProMine 2014, initialement prévue pour se tenir les 4, 5 et 6 décembre 2014 dans la salle des banquets de Ouaga 2000, a été reportée à une date ultérieure qui sera communiquée aux partenaires et à l'ensemble des acteurs du secteur minier. Ce report se justifie par la situation en Afrique de l'Ouest, marquée par l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola qui sévit dans certains pays. ProMine, je le rappelle, regroupe des participants de divers horizons et cette décision de reporter la 6e édition vise à protéger les participants et toute la population contre les risques de contagion. Le ministre des Mines et de l'Énergie s'excuse auprès des participants des désagréments que pourrait engendrer ce rapport. Mesdames et messieurs, à présent, les cours des matières. Pour commencer, celui de l'or. Au cours du mois de septembre 2014, du 1er au 30 septembre, le cours moyen de l'once d'or était estimé à 1238 $ US. Le 1er septembre 2014, l'or atteignait son cours le plus élevé qui était de 1286,8 $ US. Son cours le plus bas enregistré le 30 septembre se fixait à 1207,85 $ US l'once selon le Daily Bourse. Cours du zinc à présent, au cours du mois de septembre 2014, la moyenne du cours de zinc était de 2292 $ la tonne de zinc métal pour un achat au comptant. Voilà, ce numéro de votre émission Zoom Mine tire à sa fin. N'oubliez pas, comme toujours, d'envoyer vos questions à l'adresse email suivante zoommine@chamdemines.bf. Nous allons dire merci une fois de plus à notre invité, Monsieur Seka Ki, qui, je le rappelle, est ingénieur des mines. Merci, monsieur Ki. Merci, monsieur Ouedraogo. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention
et à bientôt pour un autre numéro. Thank you.